ici à Sainte-Lucie-de-Talane, donc un des cœurs des anciennes seigneuries chinarquaises. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'établir un lien, alors à partir d'une formule, ou plutôt d'un cri de guerre, chinarquaise et Aragon, qui était le cri de ralliement des seigneurs corses fidèles au roi d'Aragon au Moyen-Âge, entre 14e et 15e siècle. Et l'idée était un peu de mettre en cohérence une revendication extérieure, c'est-à-dire ici un monarque extérieur, le roi d'Aragon, on verra à quoi ça correspond, qui revendique le gouvernement, la possession de la Corse, et la société insulaire, parce que, on va dire les projets politiques insulaires. Parce qu'on a souvent tendance, quand on étudie l'histoire de la Corse, à considérer la Corse comme une sorte d'objet historique un peu passif, qui serait soumis à des dominations successives sans forcément interagir avec ces éléments extérieurs. D'ailleurs, vous voyez que pour le Moyen-Âge, nous découpons la Corse en fonction des dominations extérieures. La Corse lombarde, la Corse pisane ou la Corse byzantine, la Corse génoise. Alors, évidemment qu'il y a eu des dominations extérieures, mais pour autant, il y a aussi des gens sur l'île qui vivent et qui ont des projets politiques, qui cherchent à développer leur propre société, leur propre pouvoir, et qui interagissent avec ces interventions extérieures. Si on voulait parler de façon un peu provocante, on dirait que, par exemple, quand on parle de la Corse génoise, il y a très peu de Génois dans la Corse génoise. L'essentiel des gens, ce sont des Corses, en fait, qui font ce sont des pouvoirs locaux qui s'appliquent et qui soit se soumettent, soit se révoltent face à un État extérieur, face à une domination extérieure. Il faut bien préciser de quoi on parle. Nous, quand on pense Corse génoise ou domination extérieure, on a tendance à le voir comme la domination d'un État actuel, d'un État moderne, c'est-à-dire avec des représentants de l'État, un peu comme aujourd'hui la France, avec un représentant de l'État, je ne sais pas moi, un préfet, un trésorier, un général, un recteur, une administration dédiée qui contrôle et supervise le territoire au nom de ce pouvoir. Au Moyen-Âge, ce n'est pas le cas. Il y a les administrations médiévales, enfin si tant est qu'on puisse parler d'administration, ne sont pas présentes. Ce n'est pas la domination directe qui les intéresse, ou du moins pas au début, mais beaucoup plus une notion qui vient de Rome, qui est l'imperium, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autorité. Donc quand on vous dit par exemple la Corse génoise, c'est pas qu'on va faire débarquer en Corse des milliers de Génois, comme Mussolini a pu faire débarquer des milliers de soldats en 1943, c'est juste que les pouvoirs qui s'exercent en Corse reconnaissent l'autorité, du moins pour une partie d'entre eux, de Gênes. Et pour le roi d'Aragon, c'est un peu la même problématique. On va voir ce roi extérieur, à savoir si des gens sont d'accord pour que la Corse soit sous le gouvernement, plutôt que sous la domination ou sous la conquête, du roi d'Aragon. Donc, souvent les historiens disent que les États médiévaux, enfin ça s'est vu par nous évidemment, sont des États en hypo-administration, c'est-à-dire qu'il y a très peu de monde. La majorité des pouvoirs s'exercent au niveau local, par des gens qui sont eux-mêmes des pouvoirs locaux. Alors, le roi d'Aragon, on le connaît dans l'histoire de la Corse. Christian y faisait allusion à l'instant, on parle beaucoup, le Moyen-Âge est une époque très lointaine qui nous fait faire un voyage dans le temps. Alors on ne fait pas un voyage, c'est un exotisme dans le temps, le Moyen-Âge. On est toujours dans les mêmes endroits, mais on remonte dans des sociétés très différentes. Donc là, on remonte au XIIIe siècle, XIVe siècle. Et le roi d'Aragon, il est un peu perdu dans les limbes de l'histoire. Et on le connaît par exemple pour la légende de l'escalier du roi d'Aragon, donc qui aurait les soldats du roi d'Aragon qui voulaient conquérir Bonifacio auraient creusé en une nuit ce qu'on appelle aujourd'hui l'escalier du roi d'Aragon pour tenter de conquérir la ville. Bon, légende évidemment, mais pas tant que ça. Et il était important aussi de décrouter un peu cette gang de légendes pour essayer de voir finalement qui est ce roi d'Aragon et qu'est-ce qu'il vient faire là. Alors, quand on parle d'Aragon, ou plutôt du roi d'Aragon, ou plutôt, pour reprendre le terme de l'époque, de la couronne d'Aragon, on parle en fait beaucoup de la Catalogne. Ce qu'on appelle le royaume d'Aragon est né au XIIe siècle de la fusion de deux autres entités, le royaume d'Aragon, qui se trouve dans la région de Saragosse à peu près, dans les montagnes, et le comté de Barcelone,
qui était un comté carolingien que les rois francs avaient reconquis sur les rois musulmans d'Espagne et dont ils avaient pris le contrôle. Et une alliance matrimoniale, donc le PowerPoint vous le dit, entre Pétroni, héritière du royaume d'Aragon, et Raymond Béranger IV, comte de Barcelone, crée une nouvelle dynastie qu'on appelle la dynastie des comtes-rois de Barcelone, qui ont donc autorité et sur le royaume d'Aragon en tant que roi, et sur le comté de Barcelone en tant que comte. Et puis, petit à petit, vous le voyez sur cette carte, les rois d'Aragon donc, vont petit à petit chercher à s'emparer de tout un territoire, donc ici la région de Barcelone, et puis au départ, c'est un État royal qui va tenter plutôt qui va chercher à s'étendre plutôt vers le nord des Pyrénées, en avançant ici vers l'Aquitaine, Toulouse, et en fait il lorgne vers la Provence, vers Narbonne, vers Perpignan. Donc vous avez une première extension de cet État, pour l'instant la Corse n'a rien à y voir, qui cherche plutôt, partant de cette union, à se constituer vers le nord. Je profite d'ailleurs pour vous signaler que la frontière des Pyrénées n'est pas du tout opérante pour ces gens-là. La notion de frontière naturelle ne les intéresse pas, on se balade d'un bout à l'autre des Pyrénées sans difficulté particulière. Le problème, c'est que dans cette conquête, les rois d'Aragon se trouvent face à un autre impérialisme, qui est l'impérialisme des Capétiens, des rois français, qui, eux, partant de leur possession du nord, c'est-à-dire qui sont autour de la Loire, on va dire, prennent petit à petit le contrôle du sud de leur royaume, en particulier au XIIIe siècle. Donc il y a un choc d'impérialisme, et il se trouve que, dans les nombreux épisodes de cette opposition entre ces deux monarchies, en 1213, a lieu une bataille qui oppose les forces du roi d'Aragon aux forces envoyées par le roi de France, le roi lui n'est pas là, dans lequel le roi Pierre II d'Aragon est tué à la bataille de Muret, et dans lequel les Capétiens, les Français se seraient beaucoup dire, ce n'est pas des Français parce qu'il y a très peu de Français au sens que nous donnons nous à ce terme, ce sont en fait des vassaux ou des fidèles du roi de France. Donc, pour simplifier, 1213 marque un coup d'arrêt, si vous voulez, de la tentative des Aragonais de se constituer une seigneurie d'augmenter leur territoire vers le nord, et les renvoie vers le comté de Barcelone. Sachant que, malgré tout, si je reviens à la carte précédente, vous voyez que les possessions directes du roi d'Aragon remontent jusqu'à Perpignan. Perpignan, Narbonne, enfin tout ça va rester pendant très longtemps très discuté. Ce n'est qu'à la fin du Moyen-Âge, à la fin du XVe siècle, que les Français, que les rois de France plutôt, réussiront à s'emparer définitivement de toute cette partie du royaume, à reprendre le contrôle plutôt. Bloqués au nord par la progression des Capétiens, les Aragonais, la couronne d'Aragon, va se reporter sur une expansion qui les porte vers le sud. Et donc ils vont s'intéresser à d'autres espaces. D'abord ici, la région de Valence, qui à l'époque est un royaume musulman, qu'ils vont reconquérir, et ensuite un autre royaume qui les intéresse aussi, qui est le royaume de Majorque, donc les Baléares, qui est aussi un royaume musulman, et qu'ils vont conquérir aussi. À partir de là, le royaume d'Aragon, porté par des cités marchandes comme Barcelone, va se chercher une expansion méditerranéenne. Donc partant de là, ils vont s'intéresser à ce qui se passe dans les îles et à ce qui se passe en Italie. Et là, pour le coup, on se rapproche de notre espace. Alors, vous avez ici rapidement la réorganisation, enfin le changement de direction plutôt de l'impérialisme aragonais. Donc, 1229, milieu XIIIe siècle, les Baléares, et puis, à peu près dans le même temps, dans le même round chronologique, la conquête du royaume de Valence. L'objectif étant aussi, en particulier pour Barcelone et pour Valence ensuite, de contrôler les routes commerciales qui sillonnent la Méditerranée et qui permettent d'atteindre l'Orient, là où se sont constitués les États latins d'Orient après les croisades. Donc les îles, là-dedans, sont des étapes très importantes, puisque la navigation se fait d'île en île, et qui tient les îles, tient les routes commerciales, et donc tient un accès à la richesse particulièrement essentiel. Vous voyez ici, d'ailleurs, avant de passer, un des symboles, le blason des rois d'Aragon. Ici, vous avez le roi d'Aragon et son armée en train d'assiéger, lors de la conquête des Baléares, et vous retrouvez le blason actuel de la Catalogne, qui sont les grandes bandes d'or et de rouge et or, qui sont restées encore aujourd'hui les symboles de la Catalogne, et qui le sont déjà au Moyen-Âge. Alors, l'affaire va se rapprocher de la Corse et se compliquer à la fin du XIIIe siècle. À la fin du XIIIe siècle,
Je passe rapidement, mais pour des raisons à la fois d'alliance dynastique et de géostratégie, dirons-nous aujourd'hui, la monarchie aragonaise soutient la révolte des Vêpres siciliennes. Donc, les Vêpres siciliennes, c'est un moment important de l'histoire méditerranéenne, dans lequel les habitants de Sicile se révoltent contre leur roi. Les Aragonais s'emparent de la Sicile, région particulièrement riche et convoitée, et entrent en guerre, logiquement, avec l'autre monarchie angevine, qui, elle, tient le sud de la botte italienne. La Sicile est très importante, si vous le regardez d'un point de vue commercial, parce que un roi ou une autorité politique qui tient la Sicile et qui, si possible, tient le sud de la botte italienne, contrôle toute une série d'isthmes et de détroits qui permettent de passer d'un bout à l'autre de la Méditerranée. En fait, vous verrouillez Otrante, Messine, et ici, la zone entre la Tunisie et la Sicile. Donc, si vous verrouillez ça, vous êtes un peu... vous êtes au contrôle du commerce méditerranéen. D'où l'âpreté de la guerre que se livrent ces deux dynasties. Nous raccordons l'histoire de la Corse en 1297. En 1297, le pape Boniface VIII, qui veut essayer de régler le problème, va tenter un arrangement, qu'il arrange aussi, hein, d'ailleurs. C'est un arrangement qui est aussi dans l'intérêt du pape. Il constitue un nouveau royaume, avec les îles de Sardaigne et de Corse, et il propose au roi d'Aragon de lui céder ce royaume en fief, en échange de l'abandon de la Sicile. Alors pourquoi fait-il tout ça? D'abord parce que le pape veut, sa mission fondamentale est normalement de rétablir la paix entre les princes chrétiens. Et ensuite parce que le pape considère que la Sicile, la Sardaigne et la Corse font partie de son patrimoine personnel, qu'il en est le propriétaire et qu'il peut en disposer à sa guise. Donc le fait qu'il l'inféode à quelqu'un démontre qu'il en est le propriétaire, enfin qu'il en est l'autorité suprême. Donc il fait bascule. Jusqu'ici, ces îles étaient plutôt sous le contrôle des Pisans. Et le pape donc transfère le fief depuis Pise aux Aragonais. À partir de là, donc, et de par la volonté pontificale, le roi d'Aragon, en plus d'être donc comte de Barcelone, d'avoir Valence, d'avoir les Baléares, devient aussi roi de Sardaigne et de Corse, royaume nouveau constitué pour l'occasion. Alors, en fait, la tentative de médiation pontificale n'aboutit pas parce que la suite des événements, la mort des différents protagonistes, aboutit au final au fait qu'en 1302, au final, les Aragonais conservent la Sicile, peuvent conserver la Sardaigne et la Corse, et finalement font tombe et récupèrent à la fois toutes les îles d'une manière ou d'une autre. Et les Angevins, eux, se retrouvent contenus, enfin se retrouvent uniquement avec la partie continentale du royaume de Dieu. L'affaire se précise pour la Corse bien après, 1323, vous voyez le temps passe, hein, il leur faut plus de 20 ans, lorsque le roi Jacques II d'Aragon engage la conquête de la Sardaigne. Alors cette fois c'est pour de bon, c'est une vraie conquête, hein, c'est pas juste on débarque des troupes, il faut conquérir l'île. Il aurait bien aimé faire la conquête de la Corse. Il était prévu d'ailleurs que les troupes qui font la conquête de la Sardaigne en 1323 devaient ensuite se porter en Corse, mais la conquête de la Sardaigne de 1323 va réveiller une autre puissance de l'espace tyrrhénien qui est Gênes. Donc Gênes ne se trouve pas localisé sur la carte, mais se trouve ici. Et les Génois, dont l'ensemble de la richesse est fondé sur le contrôle des voies commerciales qui partent de Gênes et qui vont dans le reste de l'Italie, sont extrêmement inquiets de voir les Aragonais, leurs concurrents, prendre le contrôle de ces deux îles. Donc les Génois vont tout faire pour empêcher les Aragonais de s'emparer de la Corse, et en particulier, ils vont favoriser une révolte en Sardaigne qui va faire que les troupes qui normalement auraient dû monter en Corse vont rester en Sardaigne pour essayer de maîtriser la révolte. Vous voyez qu'à chaque fois, la Corse pour l'instant est un enjeu extérieur et on ne sait pas trop comment les pouvoirs locaux corses interagissent. Et pourtant, ils sont là. Vanina Marty von Kovlart, que vous connaissez bien ici, a retrouvé il n'y a pas très longtemps un acte qui avait été découvert par un chercheur italien, qui démontre que à la fin du XIIIe siècle, le seigneur dominant de l'île à l'époque, qui est Giudice della Rocca, un des seigneurs de la Rocca, dont la seigneurie s'étendait au final jusqu'ici, a fait une alliance avec le roi d'Aragon, c'est-à-dire a pris contact avec la monarchie aragonaise et a obtenu une espèce de reconnaissance de fidélité, puisque le roi d'Aragon fait Giudice de Chinarca, della Rocca, chevalier.
ce qui est un titre honorifique, c'est pour faire joli, mais ça montre que c'est prestigieux, quoi, ça fait plaisir. Donc ça veut dire que ces seigneurs corses, à l'époque, la Corse est une île totalement seigneuriale, sont évidemment parfaitement au courant de ce qui se passe, du moins les plus puissants d'entre eux, et essayent de s'adapter à cette nouvelle donne géopolitique qui tourne autour d'eux, mais sur lequel ils n'ont pas directement la main. Au final, vous voyez, l'Aragon devient une véritable, dans le courant du Moyen-Âge, du XIIIe, du XIVe et au XVe siècle, devient une véritable puissance méditerranéenne, puisque, vous avez ici, pour plus tard, mais l'ensemble des possessions de la couronne d'Aragon en Méditerranée, le royaume d'Aragon, les comtés catalans, Valence, les Baléares, la Sardaigne, la Sicile, plus tard ils feront la conquête de Naples, et ils réussissent même à récupérer, par un coup de chance, un petit bout de Grèce que des mercenaires catalans conquièrent pour le compte de leur roi. Et je vous ai mis aussi quelques lieux de pouvoir du monarque, pour vous montrer l'importance de ce roi. Ici, Al-Jaferia, le palais royal de Saragosse, le palais initial du roi d'Aragon. Ici, le palais royal de Barcelone, reconstitué, tout à fait comme ça maintenant. Mais vous en avez plein d'autres. Vous avez aussi le palais royal de Valence, lui a été détruit, enfin il a été remanié au XVIIIe siècle. Et si vous allez à Perpignan, le palais des rois de Majorque, qui se trouvait à Perpignan et non pas sur l'île. Donc un monarque extrêmement important. Il faut bien voir que le roi d'Aragon, qui pour nous est une espèce de monarque un peu évanescent, un peu lointain, est en fait une des puissances politiques les plus importantes de Méditerranée entre XIVe et XVe siècle. Et c'est avec lui que vont avoir à composer nos seigneurs corses, en particulier les Della Rocca. Alors je vais m'intéresser ici plus spécifiquement aux Della Rocca puisqu'on est chez eux. Les Della Rocca, pour la Corse, c'est pas n'importe qui. C'est une famille très importante. Il faut bien voir qu'aux époques concernées, 14e, 15e, la Corse, enfin 14e en tout cas, la Corse est une terre seigneuriale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité politique à la Corse. La Corse est unie, ça va pas changer. Mais sorti de là, il n'y a pas d'unité politique à la Corse. La Corse est divisée en une myriade de petites seigneuries qui sont chacun des espèces de petits États indépendants, mais un État sur une structure extrêmement réduite. On dit habituellement que la seigneurie, c'est la forme la plus réduite de l'État. C'est un État limité à une vallée, un territoire, un endroit qui reconnaît l'autorité du seigneur. Ces seigneurs sont le plus souvent issus d'une aristocratie militaire, et ce sont des propriétaires terriens, ils ont la puissance foncière, on est dans des sociétés paysannes, donc la richesse c'est la terre et les hommes qui sont sur cette terre, puisque ce qui caractérise un seigneur, c'est que c'est un personnage, c'est un pouvoir qui a autorité sur la terre et sur les hommes qui habitent la terre. C'est-à-dire qu'il peut lever l'impôt, rendre la justice, c'est-à-dire et élever l'armée si nécessaire, donc comme un petit État. Et il dispose donc des droits sur la terre et sur ce qui est associé à cette terre. Bon, ici, il vient de là, vous avez le blason du dernier seigneur de la Rocca, ils ont probablement une autre blason avant, donc, qui est un peu symbolique de ça. Le château, la puissance, la force, et la balance, la justice. Et un site seigneurial, j'ai dit celui-là, mais il y en a bien d'autres, le château de Baricini, dans l'Ortolo, qui surveille au milieu de la vallée de l'Ortolo, et qui surveille justement et la vallée, et la côte, et l'arrière-pays. Les Della Rocca, c'est vraiment... il faut bien voir que dans le petit monde des seigneurs et barons de Corse, c'est quand même le haut du panier. C'est une famille très importante, dominante, qui se revendique elle-même d'origine très ancienne. On ne se connaît pas leur origine exacte. Mais je vous ai mis ici les principaux Della Rocca pour la période. À chaque siècle, enfin en gros tous les 50 ans, vous avez un personnage issu de la lignée de la Rocca qui a un rôle dominant pour l'histoire politique de la Corse. Le plus ancien que l'on connaît, c'est Giudice della Rocca, devenu Giudice de Cinarca, qui a été le premier à chercher à unifier la Corse sous une seigneurie unique, sous son autorité. Vous avez son arrière-petit-fils, Arrigo della Rocca, qui lui a relevé le titre comtal. Il a été acclamé comte de Corse, mais il était aussi lieutenant du roi d'Aragon. C'est là qu'on va faire la liaison entre les deux. Polo della Rocca, qui lui aussi a été comte de Corse. Comte, ça veut dire seigneur dominant de l'île. Quand vous êtes comte de Corse, vous êtes acclamé comte de Corse, et ça veut dire que les autres seigneurs reconnaissent votre autorité et que vous êtes, du moins momentanément, plus fort que tous les autres dans l'île de Corse. Charge à vous ensuite de rester fort suffisamment longtemps pour vous imposer sur le temps long, mais ça, ils n'ont jamais réussi, les malheureux. Et le dernier, nous sommes chez lui, Rinuccio della Rocca, le dernier seigneur libre de Corse, puisque après la mort de Rinuccio en 1511,
Les seigneuries corses continuent d'exister, les seigneuries d'Ornane, les seigneuries de Bod, les seigneuries d'Istria, mais elles reconnaissent l'autorité supérieure de l'État génois. Alors que Rinuccio, lui, qu'il avait d'abord reconnu, justement, est mort d'avoir voulu secouer cette autorité et de rester ce qu'ils appelaient, eux, des seigneurs naturels de l'île. Alors, ces seigneurs, on a souvent tendance à les prendre de haut, les Chinarquesi, en disant, bon, ben, c'était des fous, enfin, c'était des gens méchants, enfin, qui ne cherchaient pas à faire l'unité de l'île, qui étaient des gens qui se battaient entre eux tout le temps, une espèce de caricature un peu du Moyen-Âge. Bon, évidemment, vu par nous, c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant, mais eux, ils ont leur logique. C'est-à-dire que, ici, je vous ai détaillé des grands personnages de la lignée de la Rocca, mais les de la Rocca, c'est avant tout une lignée. C'est-à-dire, c'est une famille, c'est un groupe familial qui contrôle une partie du territoire. Et eux, leur but fondamental, c'est de conserver le contrôle sur le territoire, de conserver leur statut de noble. Or, si vous voulez conserver votre statut dominant dans une société, il faut que vous ayez la légitimité, c'est-à-dire que les gens qui sont sous votre autorité reconnaissent que c'est vous le seigneur, et on n'y revient pas. Et il faut aussi que vous ayez la capacité de maintenir votre statut, votre statut dominant, c'est-à-dire avoir, on va dire, satisfaire les gens qui sont sous votre autorité. Pour les satisfaire, il faut assurer, en théorie, comme tout État, la sécurité de votre territoire et aussi redistribuer les richesses, je dirais, en fonction du fait que vous êtes soit parent, soit vassal, soit client, soit ami, alors il y a plein de mots, du seigneur dominant. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident à plus d'un titre. C'est pas évident du point de vue de la légitimité de votre pouvoir, parce qu'en Corse, il n'y a pas de haut seigneur. C'est-à-dire que c'est bien pour ça qu'il s'appelle signor in naturali. Signor in naturali, ça veut dire notre famille est seigneur depuis longtemps. C'est-à-dire qu'aussi loin que remonte la mémoire des hommes, les de la Rocca sont seigneurs de la seigneurie de la Rocca. Mais si vous voulez, ça tient, mais ça ne tient pas forcément tout le temps. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans une île qui est peu peuplée, qui est, il doit y avoir 80 000 habitants en Corse, au Moyen-Âge, 100 000, allez, pour être gentil. Ici, dans le sud, on est sur des régions qui sont plus pauvres, moins peuplées. Donc, si vous voulez, la richesse, elle n'est pas énorme. Et celui qui en dispose et qui peut la redistribuer a une importance toute particulière dans la société. Et c'est ça que vous devez conserver, si vous voulez conserver votre statut de seigneur. D'où l'idée, je vous montre, de chercher, de ne pas se contenter d'un jeu un peu instable de seigneurie à seigneurie, mais de chercher des alliances extérieures. Alors, j'aurais dû vous montrer cette diapositive avant, mais quand on parle de château corse, il ne faut pas non plus entrer trop dans la fantasmagorie. Actuellement, il y a un seul château en Corse qui a été fouillé, qui a fait l'objet d'une fouille totale et systématique, fouillé par Daniel Istre et Émilie Thomas. C'est celui de Castel di Rostino. Et donc, on a pu faire des reconstitutions 3D comme celle-ci. Donc voilà, un château corse, ça ressemble à ça. C'est pas non plus un château... c'est pas Pierrefonds, enfin, c'est pas le Louvre, c'est des châteaux par des seigneurs de Corse qui ont besoin, qui n'ont à se protéger la plupart du temps que d'autres seigneurs. Donc c'est pas non plus des structures, c'est des grosses résidences fortifiées en fait. Donc quand on vous parle de château, Baricini, lui, il devait être plus regroupé parce qu'il est sur un piton. Et enfin, le château de la Rocca qui est en face d'Olmeto, et les différents châteaux que vous pouvez avoir dans la seigneurie devaient ressembler plus ou moins à des choses comme ça. On attend d'ailleurs les fouilles, il y a des opérations d'ailleurs sur Baricini, on espère que ça va. Donc, comment se fait la connexion entre les deux? Là, vous avez une carte politique de la Corse au début du XIVe siècle. Chacune des taches de couleur est une seigneurie. Chaque seigneurie est un petit état indépendant. C'est-à-dire que ici, vous êtes dans la Rocca, donc nous, notre seigneurie qui nous intéresse est ici. Mais si vous franchissez le col de Cilaccia et que vous arrivez du côté de Petretto Bittisane, vous êtes dans l'Istria. C'est-à-dire, vous passez ailleurs, sous l'autorité d'un autre seigneur qui a ses lois, sa famille, ses fidèles, sa manière de fonctionner. Et si vous dépassez encore le col de Cilaccia et que vous passez le col de Saint-Georges, là, vous passez dans encore une autre seigneurie, donc les Gozzi ou les Dornane, enfin, ils se disputent un peu plus ou moins la zone, et puis si vous remontez plus haut, etc., etc. Je passe. Quel est l'intérêt pour ces seigneurs de se signaler par rapport à l'Aragon? Alors, en menant mes recherches, j'ai pu reconstituer des listes de seigneurs qui, petit à petit, vont se déclarer fidèles du roi d'Aragon. Les de la Rocca, au début, ne sont pas très, très intéressés. Vous voyez qu'en 1323,
vous avez au moins 3 seigneurs, ça dépend de nos sources, qui prennent contact par lettre avec la couronne d'Aragon, enfin en fait avec les officiers de Sardaigne, et disent, voilà, moi maintenant je me déclare fidèle, vassal du roi d'Aragon. Alors vous avez Giudice, lo Biancolacci et le Bisucce, ça c'est une vieille famille qui est là depuis manifestement très longtemps, c'est eux, c'est leurs cousins qui ont le château de Capoul vers Lévis. Arrigo Strambo de l'Itala, donc lui il est dans l'Ortole, l'Itala, ici, et Opicine, le comte de Cinarca, qui lui est le grand seigneur dominant de la partie nord du golfe de Sagone, et puis de façon assez bizarre, un avocat et Lucas de Corse, qui pourtant est génois, juge bon de s'associer au roi d'Aragon. Pourquoi ils font ça et à quoi ça correspond? En fait, pas à grand-chose. C'est-à-dire que le seigneur se déclare vassal du roi d'Aragon. Le roi d'Aragon, évidemment, ses officiers, reçoit sa vassalité, le reçoit en tant que fidèle, et lui rétrocède immédiatement sa seigneurie, mais sous contrôle du roi. Ce qui intéresse le roi, c'est qu'il a en terre corse des fidèles, c'est-à-dire qu'en cas de conquête, il peut s'appuyer sur un certain nombre de seigneuries qui maintenant lui doivent fidélité. Et ce qui intéresse les seigneurs corses, c'est de se dire, maintenant je ne suis plus seulement un seigneur corse parmi d'autres, je suis un protégé du roi d'Aragon. Mes terres ne sont pas que les miennes, mais sont celles de ce roi très puissant. Et si vous m'embêtez et si vous me cherchez, je peux toujours aller envoyer une petite lettre, ce qu'ils font régulièrement au roi d'Aragon, en disant « Aidez-moi, soutenez-moi, vous êtes mon seigneur, mon haut seigneur, mon suzerain, vous me devez, comme on disait à l'époque, auxilium et consilium, donc l'aide et le conseil en tant que suzerain. » Donc il y a un jeu, il y a un rapport de force qui s'instaure, mais à l'échelle seulement des seigneurs. Alors, comme les Catalans ont le vent en poupe au début du XIVe siècle, vous voyez qu'il y a plein de seigneurs qui font ce calcul. Donc, les fils d'Arrigo de l'Itala et ainsi de suite, Guglielmo della Rocca, le père en fait d'Arrigo della Rocca, les fils de Lupo d'Ornano, les Cinarca, les Cortic et d'autres Cortic. Comme ils ne s'aiment pas entre les deux, en fait, eux, ils sont opposés. Ugon et Cortic et Guglielmo Cortic, ils se haïssent. Donc, comme il y en a un qui s'allie, l'autre va s'allier aussi. Enfin, un truc assez classique dans les querelles de lignage, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, selon cette logique, progressivement, il y a ce qu'on appelle un petit parti aragonais qui se constitue en Corse. Les choses vont basculer et vont changer de nature, encore que il y a discussion là-dessus, au moment de la grande révolte antiseigneuriale de 1357-58. En 1357-58 a lieu un événement majeur de l'histoire de la Corse, qui est la grande révolte antiseigneuriale. Donc il y a une grande révolte qui balaie toute l'île, dans lequel ce qu'on appelle des populaires, c'est-à-dire des gens qui veulent chasser les seigneurs du gouvernement, mènent une révolte avec le soutien des Génois, comme par hasard, qui sont eux-mêmes d'ailleurs à l'époque des populares, et mettent à bas toutes les seigneuries de l'île. Au départ, toutes. Et dans la même logique que celle que je viens de vous présenter, pour mettre à bas, attention, c'est-à-dire qu'il y a une révolte générale, manifestement, la chronique de Giovanni della Grossa, notre principale source, nous dit que les châteaux sont détruits, les seigneurs sont chassés, mais on ne chasse pas des seigneurs comme ça, quoi. Les seigneurs ont établi leur seigneurie depuis quelque chose comme le XIe, XIIe siècle. C'est pas parce que vous avez brûlé un château et massacré deux, trois personnes que vous avez liquidé tout un lignage seigneurial qui est là depuis 2 siècles. Ils sont juste affaiblis, déstabilisés, fuoriusciti, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire ils s'enfuient ailleurs et puis ils attendent de revenir. Pour se protéger de cette réaction seigneuriale, le Parti populaire de Corse fait alliance avec Gênes et se donne à Gênes, fait ce qu'on appelle une dédition. Alors une dédition dans le langage médiéval, c'est quand une communauté d'hommes se place sous l'autorité d'un autre pouvoir que lui-même, mais volontairement. C'est-à-dire que les Corses vont voir la commune de Gênes, qui les ont soutenus dans leur révolte, et leur disent, voilà, maintenant volontairement, nous, peuple de Corse, nous plaçons sous votre autorité. Alors ensuite se mettent en place, il y a toute une institution, il y a des statuts, donc les Génois envoient un gouverneur en Corse, qui va résider à Bigouille, au début en tout cas, et il y a des statuts qui garantissent les libertés des Corses, les responsabilités de l'État génois, et ainsi de suite. Tout ça s'organise de façon assez structurée, c'est pas aussi... Il faut sortir un peu de l'histoire médiévale, comme quoi au Moyen-Âge, c'est juste des coups d'épée, des gens qui s'énervent, qui se font prendre aux arbres. Non, c'est très... Ils réfléchissent, ils établissent, ils font pas n'importe quoi. Bon. Alors, quand vous êtes un seigneur corse, ça, c'est pas bon du tout. Parce que, 1, vous avez été battu, et 2, les Génois et le gouvernement qui est en train de se mettre en place est fondamentalement hostile au seigneur. Donc, ça va. Donc, que faire quand on est un seigneur corse et qu'on est menacé à la fois par des populares et par des Génois? Aller chercher les ennemis des Génois.
Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Bon. Donc, que font une partie de ces seigneurs du Sud? Alors, certains se soumettent, hein, ça n'a rien d'automatique. Hein. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune cohérence de pensée. C'est pas parce qu'on appelle tous ces gens Chinarquès, donc ils sont tous de la même famille, en gros, plus ou moins, enfin une famille élargie, mais qu'ils sont tous d'accord entre eux, très loin de là. Il n'y a aucune unité. C'est-à-dire, certains vont se dire, ok, les Génois sont forts, on va plutôt essayer de discuter avec les Génois. Parce que les Génois, il y a une marge de manœuvre, c'est-à-dire que les Génois font ça aussi, ils ne font pas ça qu'en Corse, hein, ils font ça aussi dans le territoire ligure lui-même, dans lequel la commune de Gênes cherche à contrôler les seigneurs qui contrôlent ce qu'on appelle nous les rivières de Gênes, donc la partie nord et la partie sud de la Ligurie. Vous pouvez aussi être ce qu'on appelle une signore conventionnelle, c'est-à-dire vous passez un accord avec la commune vous laisse être seigneur, et vous êtes seigneur pour le compte de la commune. Et à partir de là, allez, on s'arrange. Mais pour certains d'entre eux, ils vont se dire, en toute logique, on va aller jouer les ennemis des Génois pour demander justice. Or, ils rencontrent ici les intérêts du roi d'Aragon, parce que le roi d'Aragon, je vous le rappelle, est toujours officiellement roi de Corse, de par le pape quand même, excusez du peu. Et là, il vient de se faire piquer quasiment toute son île par les Génois qui, eux, jusqu'ici, n'avaient strictement aucun droit sur la Corse. C'est-à-dire qu'ils étaient présents en Corse parce que les Génois sont une très grande puissance aussi, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont des réseaux, mais qui, je dirais, du point de vue de l'autorité politique, n'avaient rien à faire. Bon. Vu par le roi d'Aragon, les Génois ont traîtreusement profité d'une situation de déstabilisation en Corse, ont soutenu des rebelles à l'autorité royale et se sont emparés d'une partie du territoire du roi. Il faut donc le reconquérir. Et là, vous avez des petits malins parmi les Chinarquès qui vont dire « mais moi, les Génois m'ont chassé, et moi je veux bien reconquérir le royaume de Corse pour le roi, pour peu qu'évidemment je devienne le représentant du roi dans ce royaume. » Petit échange de bons procédés. Et c'est le calcul, enfin je synthétise, mais c'est le calcul que vont faire, alors puisqu'on est chez les Della Rocca, je vais rester sur Arrigo Della Rocca, on va rester sur la famille locale, c'est le calcul que fait Arrigo Della Rocca en tout premier lieu, qui qui est d'abord dans un premier temps chassé de Corse par la révolte, il se réfugie en Sardaigne. En Sardaigne, comme c'est un aristocrate militaire et que manifestement il est bon dans sa partie militaire, il sert le roi d'Aragon, il met son épée au service du roi. Il se fait remarquer, a priori c'est un bon soldat, et il se signale, et il obtient l'aide du roi, qui va le nommer lieutenant en Corse, avec pour mission de reconquérir la Corse pour le roi. Lieutenant, c'est marqué dedans, un luogotenente, celui qui tient le lieu pour une autre autorité. Donc voilà Arrigo qui va redébarquer en Corse et qui, grâce à ses vertus à la fois de diplomate, de négociateur et de militaire, va progressivement reprendre le contrôle de l'île et réaffirmer le fait que la Corse fait partie des possessions du roi d'Aragon et que celui qui représente le roi d'Aragon en Corse, c'est lui. Donc vous avez la conjonction entre deux projets politiques, celui d'un Della Rocca ambitieux qui veut reconstituer une seigneurie complète de Corse, d'ailleurs qu'il concrétise en recevant le titre par les Corses eux-mêmes de comte de Corse. On est dans les années 1370 à peu près, 75, enfin 80, et il bénéficie aussi du titre de lieutenant du roi qui lui donne une double légitimité propre à la société corse incarnée par son titre de comte et légitimité internationale, si l'on peut dire, en tant que représentant d'un souverain extérieur. Et je vous ai mis ici une reconstitution, alors c'est la chronique, on n'a pas de reconstitution officielle du blason d'Arrigo. La chronique de Giovanni della Grossa nous dit que Arrigo della Rocca portait sur ses armoiries un blason sur lequel il y avait au-dessus les armes du roi d'Aragon, donc c'est la bannière rouge et or, et en dessous, alors moi j'ai mis comme ça, le titre dit un uccello grifone. Alors uccello grifone, vous le traduisez comme vous voulez, soit un oiseau griffu, ce qui est souvent la traduction, donc un grand rapace, c'est la traduction italienne normalement, ou alors un griffon. Le griffon, la bête mi-lion, mi-oiseau, mi-aigle. Bon là j'ai mis uccello grifone parce que habituellement dans l'héraldique italienne, uccello grifone c'est ça, c'est très largement discutable. Arrigo della Rocca se maintient, alors c'est des moments compliqués, parce que vous vous doutez bien que les Génois en face ne vont pas se laisser faire, donc il y a des oppositions, là pour le coup, si on se maintient avec l'idée que le seigneur, il doit assurer le bon gouvernement, la stabilité et la sécurité de l'île, là c'est pas le cas, là c'est la guerre, entre les années 1350 et les années 1430,
On voit bien qu'en Corse, ça tourne pas bien, quoi. C'est très disputé. Alors de temps en temps, c'est relatif. Il n'y a pas la guerre tout le temps, c'est pas la guerre comme on la conçoit nous au XXe siècle, mais il y a une espèce d'agitation permanente qui ne devait pas être facile à vivre pour les populations. D'autant que, soit dit en passant, c'est le moment de la peste noire, la fin du XIVe siècle. C'est la grande occurrence de peste qui se répercute à partir de 1348 jusqu'à bien plus tard. Arrigo della Rocca meurt en 1401. Enfin, au début du XVe siècle, il meurt de maladie, de la peste, probablement. Et c'est son neveu, Vincentello d'Istria, mais là on le laisse de côté parce que c'est un Istria, qui va relever le projet aragonais en Corse, et qui va faire un peu comme son oncle, c'est-à-dire qu'il va partir à Barcelone, obtenir le titre de lieutenant du roi qui avait déjà été donné à son oncle, obtenir surtout des subsides, de l'aide, parce que je ne me suis pas beaucoup attardé, mais alors évidemment c'est pas très héroïque, c'est pas très souvent c'est pas très mis en avant, mais enfin il faut des sous pour faire tout ça, il faut des moyens. Pour l'équipage, quoi. C'est-à-dire que qui c'est qui envoie l'argent pour soutenir les armées, et ainsi de suite. Et ça, le roi d'Aragon sait faire. C'est-à-dire qu'autant le seigneur de la Rocque, lui, il a les moyens d'un seigneur de la Rocque, autant le roi d'Aragon, lui, c'est autre chose, c'est une superpuissance. Et ce que vont chercher ces seigneurs du parti royal aragonais en Corse, c'est ça aussi, de l'aide militaire, de l'argent, des charges. Arrigo della Rocca, par exemple, il obtient une partie des revenus des salines de Cagnes. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est énorme, parce que le sel est une source de revenus essentielle en Méditerranée, et le roi d'Aragon lui donne une partie des revenus des salines de Cagnes. Ça veut dire que quand un personnage comme Arrigo della Rocca revient en Corse, il a les poches pleines, c'est-à-dire qu'il peut acheter des gens, il peut créer des clientèles, il peut financer, il vient avec une armée, il vient avec des soldats aragonais, il vient avec les blasons aragonais. Quand il prend le contrôle d'un château, il demande à ce que la bannière royale flotte sur le château. Enfin, si vous voulez, il y a tout un... Aujourd'hui, on dirait une opération de com aussi, mais qui est permis par la puissance financière et par la puissance militaire du roi qui est derrière le lieutenant du roi. À titre indicatif aussi, à un sens plus large, c'est aussi dans cette ambiance aragonaise que va apparaître, alors c'est au moins il y a eu un héritage de l'Aragon, que va apparaître un symbole parmi d'autres de la Corse, mais qui depuis a eu un beau succès, qui est la tête de Moor. Alors, vous le voyez ici dans ce document, donc qui est une des premières occurrences, enfin pas la première, mais la principale, c'est la première apparition de la tête de Moor, associé à l'Aragon. Donc c'est un armorial qui a été fait vers la fin du XIVe siècle, qui répertorie ici les possessions du roi d'Aragon. Donc l'Aragon, la Croix d'Arista, la Sardaigne, les Baléares, la Corse, et puis là les blasons des principaux vassaux. Et l'Aragon lui-même avec l'Arago, le Draco de l'Aragon, dit des Aragos, des Dracos. Le problème étant pourquoi le roi d'Aragon a choisi ce blason Maure pour la Corse et pour la Sardaigne, d'ailleurs. C'est le même. En fait, c'est deux drapeaux pour ce qui est normalement le même royaume, de Sardaigne et de Corse. Eh bien, on ne sait pas. C'est bien le problème. C'est sûrement pas les légendes. C'est pas, j'ai toujours pas trop compris. Ils n'ont pas eu le bon goût de mettre le roi d'Aragon n'a pas eu le bon goût d'affecter précisément cet emblème en disant je choisis la tête de Maure parce que c'est comme ci comme ça. C'est difficile à dire. C'est sûrement pas les légendes telles qu'on vous les sert sur les cartes postales avec ils ont tué la tête d'un Maure, ils l'ont montré, enfin c'est après en fait. C'est pas faux, je dis ça méchamment, mais c'est des légendes qui sont plus tardives. C'est des traditions qui se sont faites bien après, au XVIe et au XVIIe siècle, ainsi de suite, sur des répercussions mémorielles comme ça. Alors il y a plusieurs théories. Je passe rapidement là-dessus tant qu'on est là, mais ce symbole-là, la grande croix rouge avec 4 têtes de mort dans les coins comme ça, c'est déjà un symbole de la monarchie aragonaise. C'est-à-dire qu'il apparaît dans les sceaux de la monarchie, dans les sceaux du roi d'Aragon, dans les emblèmes associés au roi d'Aragon, dès le XIIIe siècle. On le retrouve en Sardaigne, mais on l'a un peu partout, pas spécifiquement associé à la Sardaigne. Effectivement, dans cette configuration-là, c'est un rappel de la reconquête et de la lutte contre les Moors, chrétienté contre le Moor. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ça pour la Sardaigne et ça pour la Corse? Alors il y a deux possibilités, soit, qui ne sont pas incompatibles d'ailleurs, soit le roi d'Aragon
utilise un de ses symboles personnels, c'est-à-dire un symbole associé directement à l'autorité royale, qu'il reporte sur un territoire, pour dire, voilà, ce territoire appartient à la monarchie en propre. Alors ça renvoie à une problématique particulière qui est que le roi d'Aragon, vous voyez qu'il a des territoires un peu partout, vous avez vu la carte, et il doit perpétuellement négocier avec ces territoires. On dit que la monarchie est pactiste, c'est-à-dire qu'il doit passer des pactes réguliers avec un coup Barcelone, un coup les États de l'Aragon, un coup les Baléares, un coup ceci, un coup cela. Donc là, c'est peut-être une volonté aussi de dire la Sardaigne et la Corse, quand je les aurai conquises, c'est à moi, c'est sous l'autorité directe du roi. Ensuite, il y a ce symbole du mort. Alors, pourquoi avoir choisi ce symbole ? À l'époque, il n'y a plus de menace mort en Méditerranée. La Méditerranée et les mers de Méditerranée sont chrétiennes. Il n'y a plus, comme il y a eu comme il y aura au XVIe siècle et comme il y a eu avant, jusqu'au XIe, XIIe, une menace de la piraterie venant des royaumes musulmans. Donc c'est calme. Maintenant, peut-être que pour eux, c'est la référence à un passé lointain, c'est-à-dire que la Corse et la Sardaigne ont été confrontées, mais ont été confrontées 2 siècles, 3 siècles avant, enfin, ça remonte quand même à loin cette affaire, ont été confrontées à la menace des royaumes musulmans. Est-ce que le roi se dit moi aussi j'ai été confronté, la Sardaigne et la Corse ont été confrontées, j'établis une espèce de lien symbolique entre mes nouveaux sujets et moi, je ne sais pas, pourquoi pas. Enfin, en l'attente de mieux, on n'a pas. Ce qui est sûr, c'est que la symbolique des morts associés à la Corse et à la Sardaigne apparaît, on va dire, dans l'ambiance aragonaise. Les plus anciennes occurrences qu'on en a sont dans les années 1320, quelque chose comme ça, dans lequel on dit que le roi de Corse et de Sardaigne, il a ce blason-là. Ça, pour le coup, ce qui paraît logique d'ailleurs, puisqu'avant, il n'y a pas de royaume. Donc ce serait logique que quand on construit un royaume, on se dote des symboles qui vont avec ce royaume. Au-delà, vers le XIIIe siècle, on n'a aucune source, donc je m'y risquerai pas. À noter quand même, parce que bon, c'est pas si fréquent, que c'est Arrigo de la Rocque, je vais revenir sur lui, il réussit quand même à faire venir le roi d'Aragon en Corse. Alors on l'a un peu oublié, mais en 1397, le roi Martin Ier d'Aragon, qui monte en fait en Avignon voir le pape pour faire reconnaître, enfin pour donner des sous en fait, au pape, pour faire reconnaître son autorité sur les royaumes, fait un arrêt en Corse, il s'arrête dans la région d'Ajaccio-Sagone, manifestement, donc il relâche avec sa flotte, et il reçoit l'hommage de son lieutenant, Arrigo de la Rocque, et de toute une série de gens qui d'un coup deviennent fidèles du roi d'Aragon, ça c'est logique puisqu'il passe, et essayent de les grappiller de trois avantages. Mais on a quand même eu une visite royale en 1397, ce qui est quand même pas... Il y en aura une autre ensuite, en 1307. Le roi d'Aragon s'est quand même inquiété de la présence de... Alors, ça aurait pu marcher tout ça, et c'est à 2 doigts de fonctionner en 1420. En 1420, il y a une conjonction favorable qui va faire que la Corse va passer à 2 doigts de devenir effectivement une possession aragonaise, comme est en train de le devenir la Sardaigne. La conjonction favorable, c'est le roi Alphonse V d'Aragon, jeune roi de la nouvelle dynastie, une nouvelle dynastie qui est arrivée sur le trône, très molto in gamba, des Italiens, très motivé, qui veut achever la reconquête de ces territoires qui échappent à sa famille depuis très longtemps, qui échappent même à la dynastie des Anciens. Il a les moyens, il est très riche, il est jeune, son royaume est relativement stable pour l'instant, il ne le sera pas après. Hein? Donc il en profite il débarque en Sardaigne et achève la conquête de la Sardaigne, qui était déjà quasiment faite, mais donc la Sardaigne passe sous contrôle aragonais, enfin passe sous contrôle royal, on va dire, reconnaît l'autorité royale à partir de 1419. Et pendant qu'il est en Sardaigne, il charge son vice-roi, Vincente Lodistria à ce moment-là, de faire la conquête de la Corse, avec des moyens considérables associés. Vincente Lodistria fait la conquête de la Corse. Si vous passez du côté de Biguglia, vous verrez cette magnifique statue représentant le vice-roi Vincente, au milieu d'un rond-point maintenant. Vous me direz qu'est-ce qu'il fait là? C'est un peu loin de son château d'Istria qui est à Versolacaro. Bien, cette statue commémore la victoire que remporte Vincente Lodistria sur le gouverneur génois, parce qu'en 1420, il attaque Biguglia, et il prend Biguglia et il fait prisonnier le gouverneur. C'est pour ça qu'il a cette pose très agressive dans laquelle il pointe de son épée le château de Biguglia, qui est vers là en fait, qui est vers le haut. Donc vous avez un lieu mémoriel du Moyen-Âge, il n'y en a pas tant que ça, avec une statue d'un homme du Moyen-Âge, il n'y en a pas tant que ça non plus, il y a celle-là et celle de son Bokouchou, qui font référence directement à l'arabe. Donc résultat, là on est en juin 1420, et en septembre-octobre 1420, la flotte aragonaise débarque en Corse
et prend Calvi, et puis fait la conquête de quasiment toute l'île. C'est-à-dire qu'à l'automne 1420, la Corse est quasiment contrôlée par le roi d'Aragon. La seule zone qui va résister, c'est Bonifacio, et bon, enfin, vous le savez, hein, c'est de l'escalier du roi d'Aragon. La ville est assiégée par terre et par mer par le roi d'Aragon et par les troupes de Vicentello. Les Génois, alors la ville va résister héroïquement hein, pendant des mois et des mois. Ils sont attaqués en octobre et ils résistent jusqu'en janvier. C'est très très long, hein, c'est un siège qui n'en finit plus. Normalement, ça ne dure pas si longtemps, un siège. Bon, ils résistent jusqu'au moment où une flotte de secours génoise réussit à les ravitailler et à donc mettre en échec le blocus aragonais. Partant de là, le roi d'Aragon, assez vexé, s'en va. Enfin, il s'en va qu'il a d'autant plus intérêt de s'en aller parce qu'à ce moment-là, on vient de lui proposer de récupérer l'héritage du royaume de Naples. Vous savez, ce royaume, ça, en fait, voilà, en fait ce qu'il peut récupérer, c'est tout ça. Bon. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà ça, et d'un coup, la reine de Naples le déclare comme son héritier, donc il a la possibilité de récupérer tout le royaume, de réunifier ce royaume qui avait été séparé à la fin du XIIIe siècle. Donc, d'abord parce qu'il est vexé d'avoir perdu, parce que quand même, il a pris une grosse défaite en Corse, et ensuite parce qu'il y a d'autres choses à faire, le roi va se recentrer sur la conquête du royaume, qu'il terminera 20 ans après. Pour autant, le roi part, mais le vice-roi reste. Vicentello d'Istrie a été nommé non plus lieutenant, mais vice-roi, c'est-à-dire quand même la taille au-dessus, pour le roi d'Aragon. Et il va gérer son royaume, son vice-royaume de Corse, pendant plusieurs années. Alors c'est un peu oublié, mais malgré de très nombreuses révoltes, vous imaginez bien que les Génois vont tout faire pour lui scier la branche, pour provoquer des révoltes, que d'autres seigneurs vont refuser l'autorité de ce comte qui veut s'imposer à eux, ça va être compliqué. Mais il tient 14 ans, comme Mitterrand. Même durée au pouvoir. Il fait 2 septennats. Et il aurait bien duré plus longtemps, le pauvre, mais en 1434, dans une des énièmes révoltes que lui préparent les Génois, enfin bon, bref, je passe, il est fait prisonnier par les Génois dans un combat naval au large de Bastia, rapatrié très très vite à Gênes, avant que le roi d'Aragon, Alphonse V, ait le temps de réagir. Il est rapatrié et en un temps record, jugé, condamné, il a le temps de faire son testament et décapité. Hop. Décapité, pourquoi? Parce qu'il est rebelle. Enfin, normalement, il n'aurait pas dû, en tant que vice-roi, bon, je pense que quand Vicentello se fait arrêter sur sa galère, il se dit, là, c'est mal parti, parce que les Génois veulent sa peau tant qu'ils peuvent. Mais en tant que vice-roi, il n'aurait pas dû être jugé comme rebelle. Il aurait dû, comme rebelle à Gênes, puisqu'il est représentant d'un État constitué. Donc, on va peut-être espérait-il s'en sortir, mais il se trouve que les Génois sont très rapides, le liquident, et le liquide dans les règles, il a quand même droit à un procès, et il le liquide avec avec une certaine considération, dirons-nous, parce qu'il est seulement, entre guillemets, décapité. Pourquoi seulement? Parce que quand vous êtes traître, la punition du traître, c'est le démembrement, c'est pas la décapitation. C'est ce qui va arriver aux malheureux Rinuccio della Rocca, enfin aux seigneurs corses, qui eux, quand ils sont tués, sont démembrés, et leurs membres présentés un peu partout, mais ça c'est le tarif, c'est pas qu'en Corse. Hein. Le traître est démembré, c'est comme ça. Donc lui, il est décapité, c'est déjà pas mal, c'est un peu plus noble, eu égard à son statut. Donc vous voyez, l'histoire n'était pas faite, c'est-à-dire que nous, évidemment pour nous, ça nous paraît absurde cette histoire de roi d'Aragon, de choses comme ça, mais pour autant, il y avait un projet, il y avait quelque chose, il y avait d'un côté, il y a eu des moments où il y a eu des conjonctions où on est passé de près du coup. On aurait très bien pu devenir un vice-royaume, comme l'est devenu la Sardaigne ensuite, pour toute la période moderne, un vice-royaume de la future monarchie, de la monarchie aragonaise d'abord et de la monarchie espagnole ensuite. Bon, ici, je vous ai mis le Castello Angioino de Naples. Donc c'est l'ancien château des Angevins de Naples qui est pris en 1442 par le roi Alphonse V, parce qu'Alphonse V échoue en Corse mais réussit à Naples. Et si vous y allez, vous avez ce magnifique arc de triomphe qui a été construit là pour commémorer justement la victoire d'Alphonse et ensuite de son fils Alphonse sur les Angevins et ensuite la reconquête du fils pour l'ensemble du royaume de Naples. Vous avez des belles représentations de l'armée aragonaise de l'époque. Pour le coup, en Corse, ça ne va pas complètement arrêter le projet aragonais, mais ça va quand même beaucoup le ralentir. C'est-à-dire que après la mort de Vicentello meurt en 1434, les autres seigneurs vont se dire quand même là, si un seigneur aussi puissant que Vicentello a pu être battu par les Génois sont peut-être pas si...
enfin, il faut peut-être plus discuter avec eux qu'avec le roi d'Aragon. Donc il va y avoir un moment incertain dans lequel, par exemple, les Istria vont continuer de jouer la carte des Aragonais, parce que eux, c'est une espèce, c'est ce qui leur a permis de devenir une famille dominante, alors que jusqu'ici les Istria étaient un peu c'est une famille secondaire, si vous voulez, dans la féodalité. Par contre, les Della Rocca, eux, vont progressivement se séparer de les liens qu'ils pouvaient avoir avec l'Aragon. Ils vont les conserver, ils ne manqueront jamais de rappeler à la monarchie aragonaise que les Della Rocca ont servi, ont versé leur sang pour la couronne, ça comme toujours. Mais si on se tient à nos seigneurs locaux, on va dire qu'ils vont garder des liens, mais sans forcément se montrer des fidèles et des meneurs du parti aragonais en Corse. Ce qui fait que petit à petit, le temps passant, on va dire que l'espoir changea de camp et le combat changea d'âme, comme disait Hugo. C'est-à-dire que l'Aragon les forces du royaume d'Aragon vont plutôt se concentrer sur la mise en place et achever la conquête du royaume de Naples. Enfin, avec en plus, ils vont être gênés parce qu'il y a énormément de difficultés côté aragonais. Il y a une crise économique et une révolte en Catalogne à ce moment-là, donc c'est compliqué. Et Gênes va finir par imposer finalement l'idée que la Corse est sous le contrôle de Gênes. Donc là, je vous ai mis les dernières dates. En 1483, donc le temps a passé quand même, il passe 34, 83, 40 ans qui passent. L'office de Saint-Georges va reprendre le gouvernement de la Corse. C'est une date importante parce que nous, souvent, on associe, on dit, c'est Gênes, c'est la commune de Gênes, et c'est l'office de Saint-Georges, c'est à peu près pareil. C'est pas tout à fait la même logique. Je vous avais dit en début d'exposé, de cette présentation, que l'important au XIVe siècle, c'est l'impérial, c'est-à-dire c'est la reconnaissance d'autorité. La Corse, vous reconnaissez l'autorité de tel ou tel, et puis après on prend fournissez-nous des hommes, de l'argent quand on a besoin. Si on a besoin de venir chez vous, vous nous aidez, et on en reste là. Mais l'office de Saint-Georges, c'est plus tout à fait pareil. L'office de Saint-Georges, c'est un consortium, ce qu'on appellerait nous un consortium, c'est un regroupement de très riches banquiers, de très grands aristocrates, mais vraiment d'un niveau international, avec un niveau de richesse et de puissance très élevé dans la société de l'époque, qui ont d'ailleurs une très grande porosité avec l'État génois lui-même, qui, dans un premier temps, en 1453, puis de façon plus structurée en 1483, vont obtenir de l'État génois, de la commune de Gênes, on va dire une délégation d'autorité sur la Corse. C'est quelque chose que les Génois font. C'est-à-dire que la commune de Gênes, qui n'arrive pas la commune de Gênes, c'est-à-dire l'État génois, qui n'arrive pas à se dépatouiller tout seul, si on peut dire, du problème corse, de la gestion de la Corse, va déléguer cette gestion à un organisme privé, on va dire, chargé d'en assurer le gouvernement, c'est le plus simple. Or, l'office de Saint-Georges, c'est pas la même logique. Eux, c'est pas juste le gouvernement qui les intéresse. Eux, c'est c'est un passage à une notion qui ressemble beaucoup plus à la notion d'État pour nous. C'est-à-dire que les protecteurs de Saint-Georges, le conseil d'administration de Saint-Georges, si l'on peut dire, eux, ils ne vont pas se contenter de dire vous reconnaissez notre autorité et puis ça va, n'en parlons plus. Ils vont implanter une autorité présente dans l'île. Ils veulent une présence. Ils vont commencer à installer un réseau de villes, qui est notre réseau de villes actuel, à la fin du siècle. Dans les années 1450, ils fondent Saint-Florent pour verrouiller le nord. L'office va le renforcer, c'est pas tout à fait. Bref. En 1492, ils fondent Ajaccio. À la fin 1478, est décalé, ils favorisent la fondation de Bastia. Notre réseau urbain actuel est une création quasi ex nihilo, puisqu'avant il n'y a pas de ville en Corse, par Bonifacio, de l'office de Saint-Georges. C'est-à-dire que l'office, lui, il veut structurer le territoire, contrôler le territoire, et il veut vraiment que les pouvoirs qui sont en Corse soit se soumettent à l'autorité de l'office, soit disparaissent, pas simplement restent dans une espèce d'entre-deux, un peu douteux. Alors pour le nord de la Corse, qui est déjà sous contrôle communal, puisque les seigneurs n'ont jamais réussi définitivement à se réimplanter, sauf ces épisodes dans lesquels vous avez des grands seigneurs qui couvrent un peu toute l'île, ça va se faire. Dans le sud, va se poser le problème de la gestion de ces seigneuries. Les seigneuries, soit elles reconnaissent l'autorité de l'office, et dans ces cas-là, ils deviennent seigneurs conventionnés, et puis ça va, on les laisse tranquilles, soit ils se rebellent, et dans ce cas-là, on les détruit. Et c'est malheureusement, c'est ce qui va se passer pour la seigneurie de la Rocque. Alors vous voyez que, donc 1483, l'office revient,
1487, l'autre grand seigneur, qui est plutôt dans le nord, qui n'est pas chez nous, c'est le concurrent des Della Rocca, ce sont les Lecques, se révoltent contre Gênes, mais ils sont défaits en 1489. Juan Paolo mourra en exil plus tard. 1492, comme je vous l'ai dit, c'est la fondation d'Ajaccio, qui en fait est la fondation d'un réseau de villes tout autour de la Corse. Dans l'intervalle, Rinuccio, le seigneur, ici le seigneur local, qui est bien content que les Génois aient liquidé son cousin Juan Paolo, puisqu'il se retrouve seul seigneur dominant de Corse, fait d'abord soumission à l'office, et à un moment donné, renie cette soumission. Surtout ne pas faire ça. C'est-à-dire qu'au début, il reconnaît, il devient un magnifique fils de l'office, enfin, il a toute une série de récompenses, et puis à un moment donné, il trahit. Enfin, il trahit. Pour Gênes, il trahit. Pour lui, c'est l'inverse. Il considère que c'est Gênes qui le trahit. Parce que Gênes a surinvesti, si vous voulez, dans la seigneurie. Donc, le roi d'Aragon, là-dedans, il est hors jeu. Les seigneurs vont bien sûr essayer de faire appel à lui en disant aidez-nous, enfin, ils vont essayer de réactiver les vieilles alliances en disant attendez, vous voyez, les Génois nous persécutent, sauvez-nous. Mais le roi d'Aragon, il n'est plus là-dedans, pour une raison très simple, là on connaît bien, c'est que pendant ce temps, les royaumes d'Aragon et de Castille vont fusionner, c'est le fameux mariage d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, fusionnent et se regroupent pour constituer ce que nous appelons l'Espagne. Donc si vous voulez, c'est pas que l'Aragon ne s'intéresse plus à la Corse, c'est qu'on est passé dans une géopolitique qui est différente, et dans cette géopolitique différente, l'Aragon va dire, écoutez, la Corse, nous on a la Sardaigne, ça nous suffit, on a déjà déjà suffisamment de choses, la Corse, de toute façon c'est les Génois qui l'ont, donc petit à petit, enfin, malgré de nombreuses récurrences jusqu'à la fin du XVe siècle, à partir de là, ça va basculer. Ça va basculer d'autant plus que en 1494 débutent les guerres d'Italie. Et pendant les guerres d'Italie, dans le courant des guerres d'Italie, les Génois et les Espagnols, maintenant, les Habsbourg d'Espagne, vont arriver au règne de Charles Quint, vont unir leurs forces pour contrer l'influence des Français. Donc si vous voulez, Gênes va intégrer le système militaire espagnol à partir du XVIe siècle. Et donc partant de là, le fait que la Corse, qui normalement est possession du roi d'Aragon, passe sous le contrôle des Génois, qui de toute façon est allié des Espagnols, ça va passer, quoi, c'est plus important. Et qu'aux ici, pour autant, vous avez ici toute une série de drapeaux au moment de l'enterrement de Charles Quint. Charles Quint, empereur. Et vous voyez que dans ce drapeau-là figurent les mêmes armoiries que sur l'armorial Gelre du XIVe siècle, où on retrouve les armoiries de la Sardaigne et les armoiries de la Corse. Officiellement, les rois d'Espagne n'ont pas renoncé à leur statut de roi de Corse. Donc, au final, le projet commun, si vous voulez, le projet politique commun corso-aragonais, lui, va s'effacer. Et j'ai mis ici en dernier lieu Matteo Vasquez de Lega, qui est secrétaire du roi Philippe II d'Espagne, parce que, certes, nous ne sommes pas devenus espagnols et les seigneurs de la Rocca ou les autres ne sont pas devenus les grands d'Espagne, mais pour autant, si le projet général, le projet politique commun n'a pas fonctionné, il a quand même donné lieu, du fait de 200 ans d'alliances successives, enfin de relations, d'entraide, de choses comme ça, à la mise en place de projets individuels qui ont ouvert les possessions et qui ont ouvert le très vaste empire espagnol, parce que l'Espagne à ce moment-là, c'est le sud de l'Italie, c'est la Sardaigne, c'est l'Espagne, et puis au-delà, c'est le Nouveau Monde, puisque aux ambitions des Corses, et vous retrouverez des destins individuels qui vont se réaliser à l'échelle cette fois de l'immense empire espagnol, qui montre que au-delà de la tête de mort et de l'escalier du roi d'Aragon, eh bien, il est resté un lien, il est resté quelque chose de cette alliance entre les Chinarquaises et la. Je vous remercie.